Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui à ce webinaire co-organisé par Selensia et Exanet, qui est dédié à la cybersécurité. Un sujet qui nous concerne tous. Pascal Chopin, présent avec nous aujourd'hui, pourra témoigner de sa mésaventure en cyberattaque à la fin de ce webinaire. Merci Pascal, en tout cas, d'avoir accepté de participer à ce webinaire et de nous partager ton expérience. Alors, nous allons passer ensemble 1 heure. On va commencer par quelques questions et chiffres sur les attaques informatiques avant l'intervention de nos experts. Vous pourrez poser vos questions à la fin, bien évidemment, donc n'hésitez pas à nous les partager dans le chat. Quelques mots sur nos intervenants. Nous avons avec nous aujourd'hui Guillaume Dubois de l'entreprise Exanet, expert VMware, responsable innovation et partenariat technologique dans le groupe Exanet. Et Yannick Claire, Bonjour. consultant senior chez Selensia, expert en cybersécurité, en pilotage projet et en organisation et stratégie dans le secteur tertiaire et financier. Alors, un grand merci à vous deux, Yannick et Guillaume, pour ce webinaire, pour votre intervention. Un grand merci aussi à toute l'équipe qui a participé à l'organisation de ce webinaire. Et donc, sans plus attendre, je laisse la parole à nos intervenants, Guillaume Dubois et Yannick Claire. Bon webinaire à toutes et à tous. Merci beaucoup. Bonjour à tous, donc bienvenue à ce webinaire intitulé Data et cybersécurité, enjeux de performance. Alors sans plus attendre, on va découvrir le sommaire. Donc comme vous l'a dit Soumia, on va faire une brève introduction, un panorama de la menace pour dresser un petit peu un état des lieux des chiffres actuels autour des cyberattaques. On poursuivra avec l'intervention de Guillaume d'Exanet sur un cas client et une situation de crise. Et enfin, je vous présenterai une démarche pour sensibiliser vos collaborateurs à la cybersécurité sur la base des interventions que Selensia fait actuellement pour certains de ses clients. Bonjour à toutes et tous, du coup, donc Guillaume Dubois, effectivement, groupe Exanet. Donc, je suis responsable innovation et des partenariats stratégiques pour le groupe. Groupe Exanet, c'est 2 marques. La première, c'est Exanet, opérateur télécom et hébergeur souverain avec nos propres data centers situés en France, à Reims, tier 3+. Et Soluceo, qui est en fait la marque qui s'occupe des infrastructures, qu'elles soient hybrides ou basées sur les clouds publics. Et effectivement, du coup, quand on parle télécom, hébergement ou cloud, on va automatiquement associer effectivement de manière intrinsèque la partie sécurité, qui est le socle de base. La petite histoire aussi, du coup, c'est que le groupe Exanet appartient à un éditeur français qui est une superbe success story familiale, qui est Isagri et qui est en fait un éditeur de logiciels fondé il y a 40 ans par Monsieur Saval et sa famille, qui aujourd'hui est une entreprise qui est leader européen des ERP pour le monde agricole, viticole et l'agroalimentaire, et qui représente 2500 salariés, 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec à peu près une dizaine de marques et des activités un petit peu verticales côté logiciel. Donc moi, je travaille pour Selensia. Selensia, donc c'est un cabinet de conseil en transformation qui compte 80 personnes en France. On est présent à Lyon, à Nantes, à Paris et à Niort. Et on intervient quasi exclusivement dans le tertiaire financier, c'est-à-dire auprès des banques, des assureurs, des organismes de prévoyance, des mutuelles. Je dis quasi exclusivement parce que certaines de nos compétences, la cybersécurité en fait partie, sont transposables dans d'autres secteurs. Mais c'est vrai qu'historiquement, on travaille au profit des grandes banques et grands assureurs que vous connaissez qui ont pignon sur rue. On va commencer avec la première partie, donc sur le panorama de la menace. Donc quelques chiffres pour vous donner un petit peu un état des lieux de l'ampleur qu'a pris la cybersécurité ces derniers mois, ces dernières années. En 2020, et c'est quasiment le même chiffre pour 2021, un tiers des entreprises françaises a subi une cyberattaque. Un tiers, et toutes les typologies d'entreprises sont concernées, tous les secteurs sont concernés, les TPE, les PME, les grands groupes, personne n'y échappe. Donc c'est une vraie réalité. Multiplication par 4 du nombre d'attaques par ransomware entre 2020 et 2021. Donc, ce n'est pas un hasard s'il y a eu cette augmentation dès début 2020, puisque souvenez-vous, 2020, c'est le début de la crise sanitaire
c'est le début du déploiement en masse du télétravail. Et donc, les entreprises ont mis leurs collaborateurs à distance rapidement, sans pour autant que tout soit bien ajusté d'un point de vue de sécurité et que tous les collaborateurs aient le bon comportement adapté aussi à la situation. 2021, c'est aussi le début à nuancer, mais peut-être le début de ce qu'on connaît actuellement, la crise à l'Est entre l'Ukraine et la Russie. Début 2021, il y avait quand même quelques tensions, je crois, avec les débuts d'histoire avec Navalny, avec le G7 qui ne reconnaît pas l'annexion de la Crimée. Donc, il y a eu ces tensions-là, le déploiement, la crise sanitaire, le déploiement du télétravail. Donc, ce n'est pas un hasard si les menaces se sont accélérées depuis 2020. Le CA cumulé perdu par les entreprises françaises victimes en 2021, on est à 2,5 milliards d'euros. Donc, c'est vraiment colossal. Et là, on parle du CA perdu. Ce n'est pas un cumul des rançons payées par les entreprises victimes, c'est un cumul de chiffre d'affaires perdu. Le chiffre d'affaires perdu, il peut être dû à la fermeture physique d'une agence, à la fermeture d'un site Internet, aux fonds qui sont mis pour remettre à flot le système d'information, à la perte de clients générés suite à cette cyberattaque. Donc, on est vraiment sur du vrai chiffre d'affaires qui est perdu. Et donc, vous voyez quand même le chiffre est colossal. Le coût de la cybercriminalité dans le monde, on est à 1000 milliards. 1000 milliards, pour vous donner un ordre de grandeur, si la cybercriminalité était un État, en termes de PIB, il serait à la 18e place des États dans le monde, juste derrière les Pays-Bas, me semble-t-il. Donc, le coût de la cybercriminalité est absolument colossal. Si on a 30 secondes, je vais faire un petit outil de calcul qui est très bien fait pour sensibiliser à l'impact financier, du moins que pourrait avoir une crise cyber. C'est un outil qui est fait par Hiscox. Hiscox, c'est un assureur britannique. Et ils sont très intelligents dans leur démarche, puisque non seulement l'outil est bien fait, mais Hiscox commercialise des assurances cyber. Et donc, le fait de sensibiliser ses prospects, ses clients, permet de mieux commercialiser, j'imagine, ce type d'assurance. Donc, je vous donnerai le lien, on vous donnera évidemment le support avec les liens. Vous choisissez votre profil. Donc là, on peut mettre responsable d'une petite entreprise, un secteur d'activité, au hasard, prenons la construction, une région, l'Union européenne, les revenus, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, disons une PME jusqu'à 10 millions d'euros. Après, on a la possibilité d'affiner avec quelques options avancées qu'on ne va pas enclencher aujourd'hui, mais c'est pas trop mal fait. Et on calcule les résultats. Donc, vous voyez que dans l'exemple que j'ai choisi, l'estimation financière d'une attaque cyber pour ce type d'entreprise-là, ce serait 1,2 million d'euros. Donc, c'est comme c'est précisé, me semble-t-il, dans le paragraphe en dessous, une estimation au plus pessimiste, mais tout de même, quand on est une entreprise qui fait 4-5 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a un résultat légèrement dans le vert et qu'on prend 1 million d'euros de pertes, on peut ne pas s'en remettre. D'ailleurs, je crois qu'il y a un chiffre qui est donné par l'ANSSI, c'est qu'entre 50 et 80% des PME, entre 50 et 80% des PME ne se remettent pas d'une cyberattaque, c'est-à-dire elles déposent le bilan. Donc, c'est vraiment ça à ne pas négliger. Je vous donnerai le lien pour que vous puissiez faire quelques simulations. C'est amusant et surtout, c'est sensibilisant. Et enfin, un dernier chiffre, 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros, c'est un chiffre franco-français. C'est le plan décidé par Emmanuel Macron pour la cybersécurité en France depuis 2021. Et ce chiffre comprend notamment la création du campus cyber à la Défense, qui réunit toutes les parties prenantes de la cybersécurité en France et qui se veut être le lieu totem de la cybersécurité, où il y a à la fois les structures publiques comme l'ANSSI qui sont présentes, mais aussi pas mal de cabinets de conseil, de sociétés du CAC 40 qui travaillent tous ensemble pour générer des synergies et lutter dans une même voie contre la cybermenace. Quelques groupes comme ça, pris pas au hasard, mais les groupes qui font le plus parler d'eux, les groupes de pirates qui font le plus parler d'eux. Il y a évidemment, j'ai envie de dire, Conti, dont on entend beaucoup parler, on en dira quelques mots sur le slide d'après. On a DarkSide qui est aussi un groupe russe.
un groupe qui fournit comme d'autres ce qu'on appelle des RAS, R-A-A-S, c'est-à-dire des Ransomware as a Service. Vous connaissez les startups qui proposent des solutions SaaS, Software as a Service. Là, c'est des logiciels pour attaquer qui sont vendus comme une solution globale et qui permettent à n'importe quelle personne, à vous, à moi, de louer le logiciel malveillant qui est fait par le pirate et de s'en servir, de dresser une cyberattaque contre l'une de vos cibles. Et DarkSide, comme d'autres, mais fournit plus qu'un logiciel. Elle fournit carrément un kit en vous disant comment monter votre attaque. Elle vous forme à cette cyberattaque. Elle vous propose des emails pour aborder vos victimes et une assistance. Donc, il y a vraiment une professionnalisation de cette délinquance cyber. On a aussi Everest, dont on entend beaucoup parler. On a Logbit et Logbit 2, PISA, Maze aussi, qui avait notamment, si vous vous en souvenez, en 2021, attaqué Bouygues Construction et demandé une rançon de 10 millions d'euros. Donc voilà, les groupes en rose sont les groupes qui font le plus parler d'eux. Et de mémoire, donc si on prend compte ici, DarkSide, Logbit et Hive, me semble-t-il, à ces 4-5 groupes-là font 70% des attaques dans le monde. Donc voilà, c'est très polarisé comme marché. 2 mots en 1 minute de la situation actuelle entre la Russie et l'Ukraine. Évidemment, c'est une situation qui a des ramifications chez nous. Et depuis quelques mois, écoutez, les entreprises, les grosses entreprises sont sur le pied de guerre parce que la menace est exacerbée. Concrètement, qu'est-ce qu'on voit depuis quelques mois? Eh bien, on voit déjà une multiplication des cyberattaques. On a eu des réseaux de satellites qui fournissent de l'Internet en Europe qui ont été cyberattaqués. On a eu les ministères de la Défense en Ukraine et en Russie qui ont tous les deux été attaqués. Des médias, des entreprises publiques, des entreprises privées. Il y a eu une accumulation d'attaques ces derniers mois et même un petit peu avant le conflit armé. Et d'ailleurs, c'était un signe précurseur, qui allait avoir un conflit armé parce qu'il y a des groupes qui étaient déjà à la manœuvre pour déstabiliser l'adversaire. Donc, ces nouvelles attaques sont aussi le fruit de nouvelles menaces. On a vu de nouveaux logiciels malveillants arriver sur le marché. Alors, rien de neuf sur le fond. Ce sont des effaceurs de données, ce sont des ransomware, mais ce sont des nouveaux logiciels tout de même qui ont été retrouvés. Je pense notamment à Foxblade, si vous voulez regarder de quoi il s'agit, ça peut être intéressant. Et enfin, comprendre un petit peu les rapports de force qu'il y a entre ces deux nations, c'est qu'il y a des groupes de pirates qui prennent ouvertement parti et qui s'engagent dans la guerre qu'il y a actuellement. Il y a les Anonymous, donc c'est un groupe de pirates qui est aux frontières un petit peu flou, qui est, on va dire, que je considère moi comme une nébuleuse parce qu'il n'est pas clairement défini, qui se sont déclarés en cyberguerre depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et eux sont plutôt du côté occidental. Et à l'inverse, on a Conti, dont on a parlé auparavant, qui a dit qu'il était également en cyberguerre et qui allait s'en prendre à toutes les entreprises qui allaient soutenir l'effort de guerre ukrainienne. Voilà. Et pour vous donner encore un ordre de grandeur, Conti, en termes de revenus uniquement dus aux rançons, c'est 2,7 milliards de dollars générés en 5 ans. 2,7 milliards de dollars générés en 5 ans. Voilà, ça fait à peu près 500 millions d'euros par an. C'est un peu plus d'1,5 million d'euros par jour. Je vous laisse mettre ça en perspective avec ce qu'on considère comme des salaires quelquefois astronomiques, je ne sais pas, de sportifs ou autres. Les revenus sont vraiment importants. Guillaume, je te laisse la parole. Allez, merci. Je te laisse passer la slide, s'il te plaît. Super. Donc moi, je vais vous partager effectivement un exemple parmi tant d'autres, en fait, malheureusement, d'une cyberattaque que nous avons eue chez l'un de nos clients. Donc, comme je le disais tout à l'heure, Groupe Exanet, depuis 2016 à peu près, un tiers de notre chiffre d'affaires, donc de 36 millions d'euros de chiffre d'affaires, est réalisé en fait autour de la cybersécurité
pour nos clients. Et on a différents types de clients. Ça va aussi bien, effectivement, comme on va le voir là, d'une étude notariale, mais on a aussi des clients comme la Française des Jeux, comme Naval Group, Interpol, enfin des sociétés assez élevées en termes de sécurité et d'exigence. Là, on est dans la vie réelle. Donc, effectivement, c'est un cas que je vais vous partager qui a eu lieu en 2019. C'est une étude notariale qui était du coup, enfin qui est toujours, pardon, en fort développement. Étude notariale nationale, donc 115 collaborateurs, c'est une assez grosse étude, 9 notaires associés. En 2018, cette étude faisait 18 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le budget informatique était quasiment inexistant. En fait, on avait un informaticien double casquette qui assurait en fait le job d'informaticien, donc pas forcément mis en avant. Et pourtant, du coup, si vous regardez, j'ai pris en fait ce qui était sur le site web de l'époque du client, qui du coup, vis-à-vis de son site web institutionnel, prenait à ses clients en tant que notaire que l'informatique et les outils numériques étaient de dernière génération. Donc, le front office, le back office. Ce client avait 6 sites, donc une informatique centralisée au siège, un serveur de fichiers par site, une direction qui n'était pas forcément sensible à l'outil informatique. Elle le prenait, on va dire, à titre publicitaire, marketing, mais en interne, on sentait qu'il n'y avait pas forcément un vrai mouvement pour effectivement améliorer les investissements, quels qu'ils soient, hein, pas uniquement autour de la cybersécurité, au niveau des outils traditionnels et autres. Et finalement, c'est plutôt le secteur d'activité effectivement du monde notarial qui a amené effectivement le monde des notaires à mieux se professionnaliser côté informatique. Et puis donc un point dont on reviendra tout à l'heure, des utilisateurs qui n'étaient pas sensibilisés, pas formés aux cybermenaces. Et malheureusement, un prestataire informatique qui effectivement ne faisait pas forcément tout le travail pour lequel il était payé, et ça le client s'en est aperçu après. Et donc effectivement, le point important, hein, bien-être non suivi ni contrôlé, c'est pas parce qu'on a un contrat d'engagement avec un prestataire informatique qu'on ne doit pas contrôler son prestataire informatique de manière régulière, soit par des audits externes, soit effectivement par de l'interne. Donc encore une fois, hein, ce sont des vrais réflexes, des bons réflexes. On va dire que la confiance n'exclut jamais le contrôle. Et donc, vous devez effectivement rester maître de ce contrôle-là pour vérifier que vos accompagnants, aujourd'hui, font le travail pour lequel vous les rémunérez. Je te laisse passer à la deuxième slide, s'il te plaît. Donc là, en fait, je vais vous donner la timeline exacte de ce qui s'est passé. Donc, phase 1, les premières heures, le dimanche 12 mai 2019, dans la nuit, un poste a été allumé, un poste de l'entreprise au siège. Ce poste a servi du coup à un hacker via ce poste et via des portes dérobées, du coup, de lancer des attaques de type brute force, donc des attaques de tentatives de mot de passe forcés, afin d'atteindre effectivement le mot de passe super administrateur qui permettait le contrôle total du service informatique de l'entreprise. L'attaque a démarré à 4 heures du matin et à 6 heures du matin, l'ensemble des données du client a été crypté et l'ensemble des sauvegardes avait été supprimé puisque l'attaquant avait eu un accès au serveur de sauvegarde au travers effectivement du compte administrateur et avait supprimé l'ensemble des sauvegardes de l'étude. La particularité du coup, c'est que du coup, on rentre à partir du moment où on a les salariés qui arrivent. Le lundi matin 13 mai, on a le DSI qui appelle effectivement notre centre de support, qui avait également appelé son prestataire informatique qui gérait cette partie-là. Et effectivement, on commence à diagnostiquer l'incident. Très rapidement, on s'aperçoit effectivement que l'ensemble des services de fichiers ont été cryptés, qu'il n'y a plus du tout d'accessibilité du système IT. Et là vient finalement les premières problématiques. Donc, la première chose, c'est qu'effectivement, l'objectif au départ d'une crise, c'est toujours de faire un point avec le client et d'établir un plan d'action. Idéalement, on va le voir, le plan d'action, il vaut mieux le préparer avant qu'il y ait une cyberattaque pour être prêt. Là, pour le coup, le client ne s'était pas préparé, donc il a fallu tout gérer en même temps. L'objectif premier du client le lundi matin, hein, des associés, c'était de dire, bon, ok, il y a eu une attaque, tu peux passer, vas-y, tu peux passer.
il y a eu une attaque, et effectivement, l'idée, c'est comment on va gérer cette attaque. Et là, du coup, le plan d'action, il faut l'établir rapidement. Donc là, vous l'avez ici, et je vais passer sur, je vous laisserai lire en fait les différentes étapes, mais il y a 3 points qui sont importants. Le premier, c'est l'échange avec la DSI et les associés. Là, vous êtes dans une interface où vous convoquez tout le monde, vous convoquez toute la direction, et là, vous avez des gens devant vous qui vous demandent de reprendre l'activité au plus vite. Et là, vous leur dites que reprendre l'activité est impossible. Et deuxième chose aussi, c'est vous leur dites qu'ils ont perdu plus de 10 ans de données dans un métier du coup qui doit garantir la data. Et là, donc, ça a été une réunion qui m'a laissé beaucoup de souvenirs. Pas forcément les plus intéressants. Et effectivement, c'est là où vous prenez conscience voilà, des failles qu'on peut avoir effectivement dans les stratégies ou la gestion des entreprises. Ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, on a coupé donc les accès réseau le plus rapidement possible, même infectés, pour éviter effectivement la propagation sur les sites distants. Le deuxième point important qu'il faudrait noter, c'est effectivement, à partir du moment où vous êtes attaqué, vous avez une obligation, c'est d'aller porter plainte en gendarmerie pour pouvoir ensuite faire une déclaration auprès de l'ANSSI. Et également, du coup, de pouvoir faire jouer votre assurance éventuellement et amener des cyber-experts. La problématique, toute bête, c'est que le client, il n'avait plus d'imprimante, plus de serveur d'impression, donc aucune possibilité d'imprimer les documents nécessaires pour aller porter plainte. Donc ça paraît risible, mais réellement, du coup, c'est ce qui s'est passé. Et donc, à chaque fois, en fait, chaque minute, chaque heure, on va découvrir effectivement des dépenses supplémentaires qui font qu'on n'a plus rien, en fait. Plus rien n'est disponible. La téléphonie ne marche plus. La partie messagerie ne marche plus. Donc effectivement, votre entreprise est complètement coupée du monde. Et là, donc, je vous laisse imaginer l'image que vous avez vis-à-vis de vos clients, de vos partenaires, mais même aussi vis-à-vis de vos collaborateurs. Très rapidement, ce qui est important, c'est de mettre en place du coup une solution en parallèle. C'est-à-dire qu'il faut remonter un système d'information en repartant de zéro. Et on démarre du coup forcément par la sécurité. La sécurité initiale ayant été attaquée, automatiquement, on doit mettre en œuvre une solution différente pour éventuellement se prémunir d'une deuxième attaque. Donc, les points importants qui sont sur votre droite, c'est 1, on doit contacter les autorités compétentes, l'ANSSI, la gendarmerie, l'assurance. 2, en situation d'urgence, on va devoir faire un diagnostic des dégâts et on va devoir mesurer les impacts côté client, les impacts côté fournisseur et les impacts côté collaborateur. L'autre point aussi, c'est qu'en même temps, on doit communiquer avec la direction. Sans cesse, du coup, la direction demandait effectivement où nous en étions et demandait du coup qu'est-ce qu'ils devaient communiquer à l'ensemble des différents intervenants que je vous ai cités plus haut. Enfin, le dernier point, c'est la priorité. La priorité, c'est la remise en service du système d'information. On ne se préoccupe pas à l'instant T de savoir combien on a perdu de données. On s'occupe de remettre au moins le service en fonctionnement. Et ensuite, on va aller récupérer les données qui ont été éventuellement cryptoloquées. L'autre point, du coup, le final, c'est réarmer le client pour éviter effectivement la seconde attaque que je citais tout à l'heure. Un point important là-dessus, du coup, et ça c'est vraiment un gros témoin que je veux vous faire passer, c'est le qui fait quoi. Et ça, du coup, ça se prépare. Ça se prépare pas en situation de crise, ça se prépare avant une cyberattaque. On sait qu'on est tous à même de subir cette cyberattaque. Donc, l'idée, c'est pas de se dire comment je vais être attaqué, c'est surtout de se dire quand est-ce que je vais être attaqué et de préparer cette attaque. Là, je me suis permis de vous partager le tableau du qui fait quoi. C'est-à-dire que automatiquement, du coup, la première réaction de la direction de l'entreprise, c'est de dire bon, comment c'est arrivé, pourquoi c'est arrivé et qui sont les responsables. On cherche forcément des responsables et donc effectivement, on détermine du coup le qui fait quoi dans le système d'information. Donc très clairement, là vous avez effectivement un document qui a été fourni au client dès la première journée pour pouvoir en fait donner une vue globale à la direction de qui faisait quoi en termes d'intervenants. Vous le savez, au niveau d'un système d'information, on a souvent de multiples interlocuteurs, que ce soit pour le réseau, pour les applications logicielles, pour la partie
infrastructure, pour la partie télécom, pour la partie impression. Et en fait, il va falloir se coordonner et surtout réidentifier qui fait quoi pour pouvoir remettre en œuvre le système d'information. Donc là, je vous invite déjà au préalable, dès maintenant, effectivement, à faire ce qu'on appelle la cartographie des responsabilités et identifier pour chaque pan d'un système d'information, chez vous, qui sont vos interlocuteurs, internes, externes, quels sont les types de contrats que vous avez, et effectivement, quel est le périmètre couvert par ces 10 contrats. Ça, c'est fondamental parce que du coup, en cas de cyberattaque, on doit repartir de zéro, donc on doit partir de cette base-là pour réellement savoir le qui fait quoi. Et moins on saura, plus on perdra du temps, et le temps, c'est de l'argent dans le cadre d'un arrêt d'activité du SI. Là, pareil, je ne vais pas le commenter, vous l'aurez du coup en présentation, on vous le fournira, mais c'est juste pour vous donner effectivement une mapping. Yannick, si tu peux passer. Alors, là, je vous ai partagé du coup, pareil, le document qui a été formalisé au client dès les premiers jours pour effectivement séquencer un petit peu la crise sur les 2 premiers mois. Donc, le 13 mai, c'est la gestion de crise, c'est la reprise du service informatique aux utilisateurs, c'est le focus. Entre le 12 mai, on a mis à peu près jusqu'à fin mai pour effectivement redémarrer, récupérer les sauvegardes qu'on pouvait trouver qui n'avaient pas été ransomisées, cryptoloquées. Et juste pour vous donner une timeline, 12 juin, le client commence à reprendre un petit peu son service IT. Donc il y a eu 1 mois d'arrêt, on va le voir après. Le retour à l'état nominal, donc c'est 1 mois après. Et ensuite, du coup, on a lancé effectivement des audits tout de suite, immédiatement, après la remise en service d'un nouveau SI qu'on a reconstruit en partant de zéro. On a audité immédiatement, effectivement, par des experts indépendants, le nouveau système d'information qu'on avait mis en œuvre chez le client, afin effectivement qu'il puisse vérifier effectivement l'étanchéité de sa sécurité versus une nouvelle attaque telle qu'il avait subi 1 mois auparavant. Et ensuite, du coup, il y a eu un état des lieux, forcément, de fait, au travers de ces différentes phases de crise. Et donc, on a fait des recommandations pour effectivement permettre aux clients, du coup, d'aller faire des choix afin de mieux se sécuriser et de ne pas revivre cet événement-là. On va voir, il y avait dans cette notion un go client pour déployer les solutions proposées et les préconisations, ou un no-go du client. Pour la petite histoire, il y a beaucoup de choses aujourd'hui encore qui ont fait un no-go chez le client, malgré le fait qu'il ait été attaqué. Donc, il y a encore beaucoup de choses en péril chez ce client-là à l'heure où on se parle. Vas-y, Yannick. Donc, les impacts, en fait, pour vous donner là le retour sur 2022 de ce client que nous suivons toujours, on a eu donc 1/3 des collaborateurs en chômage partiel sur les 3 premières semaines. Chômage partiel, c'est-à-dire que le cabinet a dit à l'ensemble de ces 33% de collaborateurs, vous rentrez chez vous, on n'a plus d'informatique, on n'a plus de téléphonie, on vous rappellera quand on aura retrouvé effectivement un système d'information. 3 semaines. Donc là, déjà, vous avez un premier impact qui est colossal. La deuxième chose, c'est que les associés, eux, du coup, n'ont pas dormi pendant les 6 premiers jours. Ils étaient en fait de partout sur les incidences, sur les risques clients, à les rassurer les clients, à les récupérer, et ça c'est donc fou, ils sont allés récupérer en tant que notaires des actes notariés dans des entreprises auprès de leurs clients pour effectivement les renumériser pour pouvoir les récupérer. Donc je vous laisse imaginer l'image de marque que ça pèse quand vous êtes censé effectivement protéger les données de vos clients et conserver les actes notariés 10 ans ou plus, devoir aller chez votre client, lui demander les documents que vous avez produits pour en faire une copie. Le point important aussi, c'est qu'il y a eu 1 semaine d'arrêt complet du système informatique. Donc pas de messagerie, pas de téléphonie pendant 1 semaine. Ça a quoi comme incidence? Juste pour la messagerie, au bout de 72 heures, quand on envoie des mails à l'entreprise, vos mails tournent dans le monde entier avant d'être délivrés à peu près 72 heures et sont maintenus sur les différents serveurs de la planète pendant 72 heures. Au-delà de 72 heures, le mail disparaît. Votre interlocuteur ne sait pas forcément que du coup, le mail n'est pas parvenu. Donc, ils ont perdu globalement 1 semaine d'activité complète où ils n'ont pas pu retrouver ce qui avait été fait au niveau demande client. L'autre chose, c'est qu'ensuite, du coup, une fois qu'on a remonté la messagerie et la téléphonie, ils sont encore restés 2 semaines sans les outils métiers. Parce que quand vous subissez une cyberattaque, malheureusement aujourd'hui, il y a de fortes demandes côté IT.
Et donc, les entreprises, il faut avoir conscience effectivement qu'elles ne sont pas je clique des doigts et mon prestataire va intervenir immédiatement. C'est ce qu'on aimerait, c'est ce qu'on souhaiterait. Mais dans la réalité, aujourd'hui, on a des prestataires qui sont tellement effectivement surchargés qu'ils ont, malgré effectivement le fait de mettre en priorité ce client-là, un délai effectivement pour faire intervenir des experts spécialisés pour réinstaller les outils métiers. Donc là, 2 semaines supplémentaires du coup d'arrêt. Et au total, 5 semaines du coup pour redémarrer à 100% la nouvelle infrastructure. C'est-à-dire qu'entre le moment où il y a eu effectivement l'attaque et le moment du redémarrage à 100%, c'est écoulé 5 semaines. 5 semaines dans une entreprise de plus de 115 collaborateurs, c'est énorme. L'impact qu'il y a eu au niveau des associés, je tenais à vous le partager aussi, c'est 4 notaires associés, donc du coup, ont vendu leur part et quitté l'étude, parce que du coup, il y a eu des conflits entre associés sur et oui, on avait dit qu'il fallait investir, et puis les autres qui disaient non, on avait bien fait de ne pas investir, on a tendu la corde, et puis voilà, on n'a pas eu de chance. Donc du coup, ça a créé de la dissension au niveau des associés. Donc encore une fois, l'entreprise a été touchée. On va dire, dans sa chair ultime, les associés. Et puis, le chiffre d'affaires. Donc, je vous avais partagé 18 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018. Le chiffre d'affaires en 2019 a baissé de 4 millions d'euros, avec pour la première fois donc, une perte dans l'histoire du client. Donc là où il était toujours en résultat net positif, cette année-là, il a fait une perte de 1,8 million d'euros. Et les dépenses informatiques, du coup, sur 3 mois, ont eu un montant de 750 000 euros. Donc, je vous repartage ce que je vous disais tout à l'heure avec un investissement annuel de 125 000 euros. Ça a fait drôle, du coup, aux différents associés de devoir mettre une somme d'argent aussi colossale. Encore une fois, quand vous n'avez pas prévu, vous êtes dans une situation de crise. Et donc, du coup, tous les prestataires informatiques, vous leur demandez d'intervenir en urgence, d'intervenir la nuit, le dimanche, de livrer vite. Donc, vous ne choisissez plus, vous ne négociez plus. En fait, l'objectif principal, c'est de reprendre votre activité. Et donc, vous sortez le chéquier et vous payez sans négocier. Et là, du coup, c'est pareil, c'est un impact colossal côté trésorerie. La petite histoire aussi, juste pour vous donner un petit enjeu, ils avaient souscrit à une assurance cyber dans le cadre de leur assurance. Et finalement, l'assurance a fait no go et n'a fait aucune indemnité. Alors, la raison pour laquelle l'assurance n'a fait aucune indemnité, c'est que du coup, le cyber-expert est passé et le cyber-expert, en fait, a fait un état des lieux en fait, du système d'information qui avait été attaqué. Et il s'avère que le prestataire qui s'occupait de la sécurité n'avait pas mis à jour le firewall depuis 6 ans. Donc, la sécurité de l'entreprise n'était pas à jour. Donc, il y avait bien un firewall. Par contre, il n'était pas à jour depuis 6 ans. Et donc l'assurance a dit, là c'est une faute, et donc aucune indemnisation de l'assurance du client, aucune indemnisation de l'assurance du prestataire, parce que le contrat a été fait un petit peu en dépit du bon sens et de part et d'autre, et donc le client n'a pas pu se retourner contre son assurance. Un point sur lequel je voudrais insister, pour que l'assurance vienne et prenne en compte votre dégât, vous ne devez plus toucher l'IT chez vous. C'est-à-dire que vos postes de travail, vos PC portables, vos routeurs, vos switches, vos serveurs, vos données, tout ça, en fait, à partir du moment où c'est impacté, vous n'avez plus le droit d'y toucher. C'est-à-dire que c'est comme une scène de crime. On va y mettre des grandes banderoles et plus personne ne doit venir mettre des empreintes sur ce système. Et donc, vous devez reconstruire à zéro complètement votre système d'information. Donc, et vous connaissez du coup le délai des assurances pour intervenir. Voilà, on passe de semaines en mois. Et donc, automatiquement, du coup, on doit effectivement, obligatoirement, en gérer en parallèle 2 infrastructures, celle qui est attaquée et la nouvelle. La conséquence finale, c'est une perte de 19% de la clientèle de l'entreprise. Ça, c'est 2022, avec du recul. Aujourd'hui, le client a cette capacité de nous dire combien il a perdu. L'image de marque aujourd'hui, elle n'est toujours pas remontée. C'est-à-dire que le client a toujours une image d'une étude notariale qui effectivement a subi une cyberattaque. Alors du coup, on essaye de se cacher le plus possible, de ne pas dire qu'on a été cyberattaqué, mais finalement, c'est public, puisqu'on doit effectivement le déclarer à l'ANSSI. Et le budget du client, bizarrement, du coup, a légèrement augmenté sur ces dernières années, mais encore une fois, légèrement. Donc, il n'est absolument pas à la hauteur de ce qu'il devrait être, encore une fois.
Et donc, preuve effectivement que malgré effectivement une cyberattaque, malgré avoir subi tout ce que je vous ai explicité ici, aujourd'hui, le client finalement n'a pas pris conscience, ou en tout cas pas encore suffisamment, du risque pris au quotidien pour ces architectures. Donc effectivement, hein, les éléments à prendre en compte, vous en avez plein. Yannick va y revenir juste après, mais voilà, il y a plein de principes de base. C'est pas forcément que du technique. Il y a beaucoup de sensibilisation, beaucoup de formation. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup d'outils qui existent et globalement aujourd'hui, on peut plus dire en tant que dirigeant ou chef d'entreprise, je ne savais pas. Donc aujourd'hui, on se doit effectivement d'avoir un minimum effectivement de terminologie, d'avoir un minimum avec son service IT, un environnement suivi, tracé. On doit être en capacité de faire de la corrélation. Et je dirais que la priorité, c'est la partie sauvegarde avant tout. Super, merci Guillaume. Pour la dernière partie du webinaire, on va regarder comment sensibiliser vos collaborateurs dans la continuité de ce qu'évoquait Guillaume. Guillaume, une simple interrogation sur le cas que tu présentes. Souvent, en termes de cybersécurité, les vulnérabilités, elles sont humaines, c'est dû à une défaillance humaine plutôt que technique. Dans ton cas, est-ce que vous avez pu identifier la source de la cyberattaque? Comment les pirates sont entrés dans le SI du client? Donc, on a eu la chance d'avoir un retour de l'ANSSI qui était inattendu, parce qu'on s'est dit que l'ANSSI avait perdu du coup notre élément. Et finalement, la gendarmerie nationale et l'ANSSI sont allés un peu plus loin. Et finalement, le résultat de l'enquête, c'est que du coup, le poste qui a été attaqué du coup via un trojan qui avait été mis dans le poste quelques mois auparavant avec un exécutable dans un mail. Donc, le collaborateur avait exécuté cet email, ce qui avait permis en fait de télécharger effectivement un petit logiciel espion sur la machine. Ça a été la porte d'entrée du coup depuis cette machine-là au système d'information global du client. Le hacker, du coup, a attaqué via un rebond. Donc, le poste attaquant, c'était un poste qui se situait en Angleterre, à Londres précisément. Et l'attaquant était effectivement des pays de l'Est. Et cet attaquant a été retrouvé, puisque du coup, c'est un attaquant qui est connu, comme tu le listais tout à l'heure hein, dans ta liste de hackers. C'est un attaquant connu en fait sur le dark web et c'est un attaquant du coup qui vend effectivement et qui monétise des outils de hacking et avec sa propre mission de service de pouvoir cryptoloquer, hacker un système d'information pour $8 000. Ils n'ont pas pu aller plus loin hein, parce que c'est un hacker qui est très bien caché dans les pays de l'Est, mais en tout cas ils ont pu trouver effectivement d'où était l'attaque. Et il y a eu une petite corrélation du coup avec l'activité et le métier du client. Il s'avère qu'en fait, ce client-là avait récupéré 3 cabinets qui étaient chassés par d'autres confrères. Et il avait récupéré ces 3 cabinets à chaque tour auprès du même confrère. On n'a pas pu aller plus loin dans la quête, mais le client suppose forcément qu'il y a une corrélation du coup entre l'attaquant qui vend ses services et un confrère qu'il a vraiment ennuyé en tant que prise de marché et qui voulait effectivement lui faire du mal. Il y a des bruits de couloir, il y a des portes, parce que du coup, il y a des associés de part et d'autre qui ont bougé dans cette activité. C'est un milieu très fermé. Et le client est persuadé que du coup, c'est son concurrent en fait qui a lancé cette attaque pour le mettre à terre, pour le mettre à genoux, pour lui permettre d'arrêter son développement et du coup, eux, de pouvoir se focaliser sur les autres rachats qui étaient prévus comme cible par ce cabinet-là. D'accord. Bon, c'est très, très intéressant et ça me donne une transition toute faite pour cette partie-là, parce qu'effectivement, comme je le disais, dans 80-90% des cas, les pirates entrent par un email de phishing. Et donc, si l'ensemble des collaborateurs étaient mieux formés, mieux éduqués aux bons gestes, aux bons réflexes à avoir quand ils reçoivent un email de phishing et au bon comportement à avoir de façon générale, quand il est en déplacement, quand il doit se connecter sur un Wi-Fi public, eh bien, les cyberattaquants auraient beaucoup plus de difficultés à mener leur cyberattaque. Alors, la question qu'on va se poser, c'est comment sensibiliser vos collaborateurs à la cybersécurité. Et on présente ça puisque aujourd'hui, Selensia accompagne plusieurs clients sur cette thématique-là, des grands acteurs de la banque et des grands acteurs de l'assurance sur cette problématique-là.
Et donc, nous proposons des solutions pour sensibiliser les collaborateurs au risque de cyberattaque. Alors, par quoi faudrait-il commencer? Évidemment, je crois que le premier réflexe à avoir, c'est de mener des exercices de phishing, c'est-à-dire envoyer des faux emails de phishing à ses collaborateurs pour les mettre dans une situation de vigilance permanente et les habituer à recevoir des mails qui sont étrangers et à ne pas cliquer sur les liens corrompus et même à les signaler comme étant des emails de phishing. Alors, comment on met en place des exercices de phishing en interne? Et ça, c'est possible, quelle que soit la taille de vos structures. On peut le faire dans une PME de 5-6 personnes, comme dans un groupe de 12 000 personnes. L'échelle de l'entreprise n'a peu d'importance. Alors, on pourrait le faire de manière très artisanale, en achetant un nom de domaine, en mettant le lien, en regardant combien de personnes sont passées sur le lien, etc. Mais le plus simple pour pouvoir inscrire ces exercices de phishing dans une démarche globale de sensibilisation, c'est de passer par un éditeur qui propose ce genre de service. Il y en a plusieurs sur le marché. On peut en discuter si vous voulez après le webinaire pour qu'on vous aiguille sur des éditeurs qui font ce genre de choses qu'on a pu voir dans nos missions du moins. Comment on le fait? Ben, écoutez, on se place tout simplement dans la peau d'un pirate informatique. On imagine un scénario d'attaque. Alors ça peut être, c'est vraiment de la créativité, c'est vraiment un scénario. On peut se faire passer pour un CSE, on peut se faire passer pour une entreprise extérieure qui fait du démarchage commercial, pour un fournisseur, pour quelqu'un d'interne qui invite un collègue à une cagnotte, ce genre de choses. Une fois qu'on a défini le scénario, on définit le type d'attaque. Est-ce qu'on met un lien malveillant? Est-ce qu'on met une pièce jointe corrompue? Est-ce qu'on fait un exercice de data entry où on propose aux collaborateurs, après avoir cliqué sur le lien, de rentrer ses informations personnelles? Donc, on choisit la typologie d'exercice que l'on souhaite réaliser. On construit dans une troisième partie une page de sensibilisation, c'est-à-dire c'est une page de sensibilisation, une page d'éducation. C'est une page que verront les personnes qui sont tombées dans le piège, qui ont cliqué sur le lien corrompu et qui va leur dire, bah, écoutez, c'était un exercice de phishing autorisé par votre direction. À l'avenir, soyez plus vigilants, ayez tel bon réflexe, tel bon réflexe et tel bon réflexe. Donc, c'est vraiment du bon sens. Par la suite, il y a un travail, évidemment, alors là, ça dépend pour le coup de l'échelle de votre entreprise, mais d'analyse des KPI, d'analyse sur cet exercice-là. Combien de personnes ont ouvert le mail, combien de personnes ont signalé cet email comme étant un email de phishing, combien de personnes ont cliqué sur le lien corrompu, combien de personnes ont rentré des données. Ça permet d'afficher des courbes de professionnalisation, de sensibilisation, de performance de nos exercices. Aussi, on peut analyser les chiffres par typologie de direction ou on peut les découper comme on le souhaite. Et ça permet, dans un dernier temps, de mettre en place des actions correctives. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses à faire en matière de sensibilisation, mais l'exercice de phishing est un incontournable et c'est aussi un fil rouge de votre démarche. Il faut le faire en toute transparence. Évidemment, on ne le fait pas dans le dos des collaborateurs. Il faut qu'ils soient avertis qu'il y a des exercices de phishing qui sont mis en place, qui vont être testés en permanence, régulièrement, et ça les maintient dans ce tempérament de vigilance, dans cette posture de vigilance permanente. C'est important de communiquer par population. Alors, les exercices de phishing, on peut les faire par population, c'est-à-dire on peut les faire par direction ou par fonction métier. On peut cibler, par exemple, que les développeurs de différentes directions. Mais dans toutes vos démarches de sensibilisation, c'est important de cibler les populations pour avoir le bon wording, pour avoir la bonne posture adaptée. Je pense souvent aux réseaux commerciaux, quand vous allez aborder des réseaux commerciaux en leur disant voilà, on voudrait vous sensibiliser à la cybersécurité. Véritablement, c'est le dernier de leurs soucis. Et ils vont vous répondre que non, mais eux, leur travail, c'est de faire gagner de l'argent à l'entreprise, c'est pas de ne pas faire perdre de l'argent. Et voilà, suivant la population, il faut vraiment adapter le discours. Quand vous allez réussir à faire comprendre aux commerciaux que tous les efforts qu'ils ont mis à signer des contrats et à se battre jusqu'au 31 décembre de l'année pour signer des contrats, que tout ça va être vain, va partir en fumée le jour où il y a une cyberattaque, parce que comme le disait très bien Guillaume, on va fermer les agences, on va perdre des clients, on va perdre en notoriété, et bien peut-être qu'ils vont comprendre que la cybersécurité, c'est un sujet 100% business. Et donc ça, il faut toujours avoir le bon discours en fonction de la population à laquelle vous vous adressez.
Je parle des exercices de phishing et du phishing parce que, comme on le voyait, c'est une des portes d'entrée les plus récurrentes, mais il y a d'autres communications à faire. On peut par exemple communiquer auprès des assistantes des membres du COMEX en les sensibilisant au risque d'arnaque au président. C'est-à-dire les arnaques au président où quelqu'un se fait passer par le patron d'entreprise et demande à faire un ordre de virement sous couvert d'un motif un petit peu flou. C'est très fréquent. On en entend parler quelques fois dans l'année pour les cas les plus emblématiques, mais c'est quotidiennement qu'il y a des personnes qui se font avoir et des gens qui travaillent en ce sens. Donc, c'est important de sensibiliser toutes les populations de l'entreprise. Produire du contenu. Je vous prévois l'exemple, on n'a pas forcément le temps de vidéos qui peuvent être réalisées, mais il faut produire du contenu, des articles qui soient adaptés au public, des vidéos, des quiz, des choses interactives qui plaisent un petit peu à vos collaborateurs et que ça rentre dans une démarche globale de sensibilisation. C'est très important. Surfer sur le Cybermois. Le Cybermois, c'est chaque année au mois d'octobre. Et donc là, l'actualité fait ressurgir pas mal de sujets. Il y a beaucoup de contenus qui sont produits. Donc ça peut être aussi un bon moment pour mettre en avant les problématiques de cybersécurité. On a aussi beaucoup de chiffres qui tombent à ce moment-là. Donc ça peut être l'occasion de récolter des chiffres tout frais. Et ces chiffres, comme on l'a fait nous en début de webinaire, permettent de mettre un petit peu, de communiquer sur l'ampleur du phénomène. Réutiliser l'existant. J'ai envie de dire que c'est primordial. Il y a beaucoup de choses qui sont réalisées déjà, notamment par l'ANSSI, notamment par cybermalveillance. Vous aurez les liens qui sont ici. Il y a du contenu qui est très bien fait, tant sur le fond que sur la forme, et qui peut être réutilisé. Il y a notamment des affiches, il y a notamment des bandes dessinées qui sont faites de manière digitale, qui peuvent être aussi partagées sur le papier, mais tout ce qui est conçu par ces organismes-là est libre de droit. Donc, vous pouvez très bien le prendre, le recharter à l'effigie de votre entreprise et le diffuser. Alors, encore une fois, il faut que ça entre dans une démarche globale de sensibilisation, mais ce n'est pas utile de toujours payer pour avoir du contenu ou de passer par des agences de graphistes ou je ne sais quoi. Il y a beaucoup de choses très bien faites qui existent et c'est très riche, c'est vraiment adapté et c'est vulgarisé, c'est-à-dire que c'est accessible à n'importe quelle personne de vos boîtes. Enfin, j'ai envie de dire, vous faire accompagner. Et alors, on est un petit peu jugé parti en disant ça, j'en ai bien conscience, mais quand vous faites accompagner par une entreprise, par un cabinet qui a l'expérience dans la mise en place de ce type de démarche, vous allez gagner beaucoup de temps et vous allez voir qu'au final, ce sera beaucoup plus productif d'être accompagné par quelqu'un qui a déjà fait ça depuis pas mal d'années plutôt que d'essayer de mettre en place quelque chose. Alors attention, il vaut encore mieux essayer de mettre en place quelque chose un petit peu dans son coin que de ne rien faire, évidemment. Mais le mieux, c'est quand même d'être accompagné par quelqu'un qui le fait depuis de nombreuses années. On gagne beaucoup de temps et surtout, on gagne en pertinence du discours. On gagne vraiment dans le type d'approche. Voilà, en conclusion, il y a une petite image qui est drôle, c'est Mark Zuckerberg, patron de Facebook, qui a mis un petit bout de scotch, vous voyez, sur sa webcam. Comme quoi, même les entreprises qui sont le mieux armées utilisent des moyens quelquefois rudimentaires pour se protéger. Comme quoi, tout le monde craint les cyberattaques. Bon, c'était simplement pour le petit clin d'œil. Je laisse la place à Pascal, peut-être, qui nous fait le plaisir de nous dire quelques mots sur une expérience aussi de cyberattaque. Pascal, si tu es avec nous, est-ce que tu peux nous dire quelques mots? Oui, bonjour. C'est une expérience personnelle mais qui est duplicable pour une entreprise. Fin décembre de l'année dernière, un artisan a fait des travaux à la maison et il m'avait dit je vous enverrai ma facture via mon logiciel comptable, donc pas d'inquiétude par ailleurs. Je reçois un mail avec une facture en PDF et comme j'avais déjà fait un gros virement dans l'année avec une voiture et où le concessionnaire me demandait de payer par virement, j'ai fait la même chose, je n'étais pas inquiet particulièrement. J'ai demandé à mon banquier de faire le virement. Tout était en ordre. Et l'artisan, en venant chez moi pour des travaux complémentaires la semaine d'après, m'inquiète un peu, me dit que je suis étonné parce que je n'ai pas été payé de la facture. Je dis c'est pas possible puisque le virement a été fait la semaine dernière. Et c'est là que de fil en aiguille, on s'est simplement aperçu que son mail avait été hacké via un serveur Orange installé à Rouen.
où le mail avait été légèrement modifié au niveau du texte. Il me demandait de régulariser la facture par virement. Et le mail avait été envoyé par son logiciel comptable à 9h59. Je ne l'ai reçu sur ma boîte mail qu'à 10h41. Et quand j'ai fait expertiser mon ordinateur par un expert informatique qui a ressorti le journal du mail, il m'a dit c'est assez simple, c'est une technique assez connue pour ce qu'on appelle la technique d'un homme au milieu qui intercepte le mail, qui modifie le PDF. Il a modifié uniquement les coordonnées bancaires et même la banque qui a fait le virement n'a rien trouvé à redire puisque c'était un compte ouvert dans une banque française, tout à fait en ordre, sans aucun problème. Et depuis décembre, à ce jour, finalement, il y a 2200 € dans la nature. La banque reconnaît, je dirais, la fraude dont j'ai été victime, mais tarde à payer. Alors, mon banquier me dit, rassurez-vous, ça va être pris en compte, mais c'est vrai qu'il vérifie tout. Je pense que ça sera remboursé, et donc l'artisan pourra être enfin payé, mais c'est assez long. Merci Pascal. Merci beaucoup Pascal. Effectivement, c'est une posture qui est de plus en plus adaptée, passer par les fournisseurs pour mieux cibler les entreprises. C'est très fréquent. Je crois qu'il y a 15% des cyberattaques qui sont réalisées de la sorte. Merci beaucoup Pascal. Et le mieux, juste pour rebondir, c'est que dans ce cas-là, quand vous recevez une facture ou quoi que ce soit, même d'un collègue, d'un patron ou d'une personne extérieure, passez un petit coup de fil pour vérifier quand même que c'est bien la bonne personne qui a envoyé l'email et que tout est en règle. Merci beaucoup. Soumia, tu veux intervenir peut-être pour conclure ou on en reste là parce qu'on a dépassé le temps qui nous était imparti. Légèrement. Si vous avez des questions, peut-être. Vous avez assuré comme des pros tous les deux. Merci beaucoup. Merci Pascal pour ton témoignage. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont participé à ce webinaire aujourd'hui. Donc, il est enregistré et le support vous sera envoyé. Si vous avez des questions, on est disponible volontiers après le webinaire ou dans les jours à venir pour en discuter par téléphone ou même physiquement autour d'un café si vous voulez, avec grand plaisir. Merci à tous. Bonne journée. Prenez soin de vous. Merci beaucoup et bonne journée. Au revoir. À bientôt. Merci à tous. Au revoir.